Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas une légende, pas un conte, pas une rumeur déformée par le temps. C'est une histoire vraie, documentée, archivée et pourtant presque oubliée. Une histoire si dérangeante que plusieurs journalistes qui ont tenté de l'exhumer ont préféré refermer le dossier. Restez jusqu'à la fin car les dernières minutes contiennent une révélation que personne, absolument personne, n'avait anticipée. Et croyez-moi, après avoir entendu ce récit, vous ne regarderez plus jamais de la même façon la maison silencieuse au bout de votre rue. Tout commence dans un petit village du nord de la France, quelque part entre les champs de betteraves et les forêts humides de la Picardie. Le village s'appelait, et s'appelle toujours, Mareuil-sur-Brèche, une commune de moins de 800 habitants, où tout le monde se connaît, où les portes restaient ouvertes jusqu'au début des années 2000, et où le facteur connaissait par cœur les prénoms des chiens. C'est dans ce décor presque hors du temps qu'a vécu une famille en apparence ordinaire, les Vasseur. Le père, Bernard, travaillait à la coopérative agricole. La mère, Hélène, tenait la petite mercerie de la place centrale. Et ils avaient 2 enfants, une fille de 12 ans prénommée Camille et un garçon de 9 ans prénommé Matteo. Pendant près de 15 ans, les Vasseur ont représenté l'image parfaite de la famille rurale équilibrée. Bernard entraînait l'équipe de football locale le samedi matin. Hélène organisait la kermesse de l'école chaque mois de juin. Camille jouait du violon dans la chorale paroissiale. Matteo, lui, était un enfant timide, presque trop calme, qui passait ses après-midi à dessiner des cartes imaginaires dans le grenier de la maison familiale. Personne, jamais, n'aurait pu imaginer ce qui se tramait derrière les volets bleus du numéro 27 de la rue des Tilleuls. Le premier signal d'alarme est arrivé un soir d'octobre, quand l'institutrice de Matteo, Madame Rougier, a remarqué que l'enfant dessinait inlassablement la même scène depuis 3 semaines. Une maison, une cave, et, dans cette cave, une silhouette assise sur une chaise, les mains attachées dans le dos. Quand elle lui a demandé qui était cette personne, Matteo a simplement répondu, d'une voix neutre, « C'est le monsieur qui vit chez nous ». L'institutrice a d'abord pensé à une affabulation enfantine. Les enfants inventent des histoires, c'est leur nature. Mais quelque chose dans la précision du dessin, dans la répétition obsessionnelle des détails, l'a empêchée de dormir. Elle a finalement contacté la gendarmerie le 14 novembre, presque par acquis de conscience. Ce qui s'est passé ensuite a bouleversé toute la région et plus tard, le pays tout entier. Avant de poursuivre, je veux vous demander quelque chose. Si vous trouvez ce récit important, si vous pensez que ces histoires vraies méritent d'être racontées et préservées, prenez 2 secondes pour vous abonner à cette chaîne, laisser un like et écrire un commentaire, même un seul mot. C'est ce qui permet à des histoires comme celle-ci de continuer à exister et d'atteindre celles et ceux qui en ont besoin. Merci infiniment. Et maintenant, reprenons là où nous nous étions arrêtés, parce que la suite va vous glacer. Les gendarmes se sont présentés au domicile des Vasseur le 16 novembre en fin d'après-midi. Une visite de routine officiellement. Bernard a ouvert la porte avec un sourire poli, a invité les 2 militaires à entrer, leur a proposé un café. Hélène est descendue de l'étage, calme, presque aimable. Tout semblait parfaitement normal. Les enfants étaient à l'école. La maison sentait la soupe de poireaux. Les gendarmes, mal à l'aise, ont posé quelques questions vagues, puis ont demandé à visiter les lieux. Bernard a accepté sans hésiter. Salon, cuisine, chambre, salle de bain, grenier, tout était impeccable. Et puis l'un des gendarmes a demandé, presque par hasard, « Et la cave ?» Bernard a marqué un temps d'arrêt, 1/4 de seconde. Puis il a souri à nouveau et a répondu que la cave était condamnée depuis des années à cause de l'humidité. Le gendarme a insisté. Bernard a refusé. Et c'est à cet instant précis que tout a basculé. Parce que pendant qu'Hélène tentait maladroitement de détourner l'attention en proposant des biscuits, l'autre gendarme avait remarqué quelque chose. Un détail infime, un cadenas. Un cadenas neuf, brillant, fixé à une porte au fond du couloir, dans une maison où tout le reste portait les traces du temps. Il a demandé la clé. Bernard a dit qu'il l'avait perdue. Le gendarme a alors pris une décision qui allait bouleverser sa carrière et sauver une vie.
Il a sorti son arme de service, a fait reculer le couple et a fracturé le cadenas d'un coup de crosse. Ce qu'ils ont découvert derrière cette porte dépasse l'entendement. Un escalier en pierre, étroit, descendant dans une obscurité quasi totale. Une odeur indescriptible, mélange d'humidité, de moisie et de quelque chose d'autre, quelque chose d'organique, quelque chose de vivant. Et tout en bas, dans une pièce sans fenêtre éclairée par une seule ampoule nue, un homme. Un homme d'environ 40 ans, squelettique, les cheveux jusqu'aux épaules, la barbe emmêlée, vêtu de haillons. Il était enchaîné à un radiateur par une chaîne longue de moins de 2 mètres. Quand il a vu les gendarmes, il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a simplement murmuré, d'une voix éteinte, « Vous avez mis du temps ». Cet homme s'appelait Julien Delcourt. Il avait été porté disparu 23 ans plus tôt. 23 ans. À l'époque de sa disparition, il avait 19 ans, étudiait l'agronomie à Amiens et rentrait chez ses parents un week-end sur 2 en faisant de l'autostop. Un soir d'avril, il n'est jamais arrivé. Sa famille a remué ciel et terre pendant des années. Les recherches officielles ont duré 18 mois, puis le dossier a été classé. Sa mère est morte de chagrin 7 ans après sa disparition. Son père a tenu jusqu'en 2011, avant de s'éteindre lui aussi, sans jamais avoir su ce qu'il était advenu de son fils unique. Pendant toutes ces années, Julien était à moins de 40 kilomètres de la maison familiale. Enfermé dans la cave d'un homme qu'il ne connaissait pas, qu'il avait pris en stop ce fameux soir d'avril et qu'il avait drogué avec une bouteille d'eau contenant un puissant somnifère. Bernard Vasseur avait alors 31 ans. Il n'était pas encore marié. Hélène, qu'il a épousée 6 ans plus tard, a affirmé pendant son interrogatoire qu'elle n'avait découvert l'existence de Julien que 2 ans après le mariage et qu'elle n'avait jamais osé le dénoncer par peur de son mari. Les enquêteurs n'ont jamais été totalement convaincus par cette version, mais aucune preuve formelle n'a permis de la contredire. Ce qui rend cette histoire encore plus glaçante, c'est ce que Julien a révélé lors des interrogatoires. Pendant toutes ces années, Bernard descendait le voir presque chaque jour. Il lui apportait à manger, des livres parfois, des journaux. Il lui parlait pendant des heures, de son travail, de ses voisins, de la météo, comme si Julien était un ami, un confident, un colocataire silencieux. Il ne le maltraitait pas physiquement, du moins pas régulièrement, mais il refusait absolument de le laisser partir. Quand Julien lui demandait pourquoi, Bernard répondait toujours la même chose. « Parce que tu es à moi, parce que je t'ai trouvé, parce que sans moi tu n'existes plus. » Et puis il y a eu les enfants, Camille et Mathéo. La question que tout le monde se posait, que les juges se sont posés, que les psychologues se sont posés, c'était « savait-il » Camille a juré que non. Elle a juré qu'elle n'était jamais descendue à la cave, qu'elle pensait sincèrement qu'elle était condamnée. Les enquêteurs l'ont cru, mais Mathéo, lui, savait. Mathéo descendait régulièrement en secret depuis l'âge de 6 ans. Il avait découvert la cachette de la clé un après-midi où ses parents étaient absents. Il était descendu par curiosité, avait trouvé Julien, et depuis, il revenait. Il lui parlait, il lui apportait des bonbons, il lui dessinait des cartes imaginaires pour qu'il puisse voyager dans sa tête. Et c'est lui, à travers ses dessins à l'école, qui a fini par sauver Julien, sans même en avoir pleinement conscience. Bernard Vasseur a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Hélène a 15 ans de prison pour complicité par omission. La maison de la rue des Tilleuls a été rasée 3 ans après le procès, à la demande des habitants du village qui ne supportaient plus de passer devant. Camille a changé de nom et vit aujourd'hui quelque part dans le sud-ouest de la France. Mathéo, devenu adulte, a fait des études de psychologie et travaille désormais auprès de victimes de séquestration. Quant à Julien, après plusieurs années de soins, il a réappris à vivre. Il a réappris à marcher dehors, à supporter la lumière du jour, à dormir sans entendre le bruit d'une chaîne. Il s'est marié. Il a eu une fille. Il l'a prénommée Espérance. Mais voici la partie que personne n'attendait. La révélation qui a refait surface bien plus tard, presque par hasard, et qui a transformé cette histoire déjà tragique en quelque chose de bien plus terrifiant. En 2019, lors de la rénovation d'une ancienne grange appartenant autrefois à la famille Vasseur à quelques kilomètres du village,
des ouvriers ont découvert un coffre métallique enterré sous le sol en terre battue. À l'intérieur, 27 carnets manuscrits rédigés par Bernard Vasseur sur plusieurs décennies. Et dans ces carnets, des noms, des dates, des descriptions, 7 autres noms, 7 autres personnes que Bernard prétendait avoir lui aussi prises en stop à différentes époques, entre les années 70 et les années 90. Sur ces 7 noms, 4 correspondaient à des disparitions réelles, jamais résolues, dans le nord de la France. Les enquêteurs ont rouvert les dossiers. Des fouilles ont été menées dans plusieurs terrains ayant appartenu à la famille Vasseur. Aucun corps n'a été retrouvé. Bernard, interrogé en prison, a souri sans rien dire. Il a refusé de parler. Il refuse toujours. Il a aujourd'hui plus de 70 ans et il emportera probablement ses secrets dans la tombe. Les familles des 4 disparus continuent d'attendre. Elles attendent une vérité qui ne viendra peut-être jamais. Ce qui est encore plus troublant, c'est que dans le dernier carnet, daté de quelques mois avant l'arrestation, Bernard avait écrit une seule phrase, en haut d'une page autrement vierge. Une phrase qui hante encore les enquêteurs aujourd'hui. Il avait écrit « Le prochain sera le bon ». Personne ne sait à qui il faisait référence. Personne ne sait s'il avait déjà choisi sa nouvelle victime. Personne ne sait combien de temps il aurait fallu avant que quelqu'un d'autre disparaisse sur une route de campagne, un soir d'avril, en faisant de l'autostop entre Amiens et la maison familiale. Cette histoire, celle de Julien Delcourt, celle des Vasseur, celle de Mareuil-sur-Brèche, est aujourd'hui enseignée dans les écoles de gendarmerie comme un cas d'école. Elle rappelle que le mal ne porte pas toujours un visage de monstre. Qu'il sourit, qu'il propose du café, qu'il entraîne l'équipe de football le samedi matin. Elle rappelle aussi qu'un enfant, parfois, voit ce que les adultes refusent de regarder. Et qu'une institutrice attentive par un simple appel téléphonique peut sauver une vie qui semblait perdue depuis plus de 2 décennies. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement. Ces histoires sont difficiles à raconter, mais elles sont nécessaires, parce qu'elles rendent hommage aux victimes, parce qu'elles rappellent aux survivants qu'ils ne sont pas seuls, et parce qu'elles nous obligent, nous, à rester vigilants, à ne pas détourner le regard, à écouter les enfants quand ils dessinent des choses étranges, à frapper aux portes que personne ne veut ouvrir, et à poser parfois la question dérangeante que personne n'ose poser. Parce qu'une vie, parfois, tient à un cadenas brillant remarqué au fond d'un couloir, à un dessin répété sur un cahier d'école, à un gendarme qui décide, contre toute procédure, de ne pas rentrer chez lui ce soir-là. Prenez soin de vous, restez attentifs, et n'oubliez jamais, derrière les volets bleus les plus paisibles peuvent se cacher les histoires les plus sombres.